Bonsoir chers téléspectateurs d'Expression, de Label. Merci d'être fidèles à notre émission. Et aujourd'hui, avec mes deux compagnons, Innocente Courant. Innocente, bonsoir. Bonsoir Paul. Souley Agara. Souley, bonsoir. Bonsoir Paul. Ce soir, nous allons revenir sur le professeur Magaye Kassé. Comme on l'avait promis la dernière fois, parce qu'il nous a reçus pendant un bon bout de temps, on ne pouvait pas se limiter à une émission. Et aujourd'hui, on est revenu sur ce professeur-là, parce que la première partie, c'était parler du philo, le germaniste qu'on a écouté, le prof de philo. Aujourd'hui, on va plutôt l'écouter, c'est le sociologue qu'on va écouter, qui va nous parler de civisme, de sa coloration politique, de ses choix, hein, le professeur Kassé. Dans la deuxième partie de notre émission, nous parlerons de Caris, la représentante de Bellamundo, cet orchestre de femmes, entièrement composé de femmes. C'est très beau, c'est une nouveauté. Hein. Et nous allons ensuite passer à la rubrique de Innocente, qui va nous surprendre aujourd'hui, parce qu'elle va nous parler d'un instituteur ghanéen qui va stimuler ses élèves par la danse, pour les inciter à aller à l'école, pour l'apprentissage par la danse. Et il s'appelle Sarsey Passy, ghanéen. Et la quatrième partie de notre émission, ce sera sur les sorties cinéma, notamment Djimon Hounsou, avec son film Vodououn. J'espère que j'ai bien prononcé. D'accord ? Donc, on va écouter le professeur Kassé. Le professeur Kassé, vous vous êtes souvent penché sur la question de la culture dans la mondialisation en tant que coordonnateur de l'association Cité Culture. Que faut-il vraiment penser de l'homme africain aujourd'hui? Et voilà ce qu'il nous répond. L'homme africain aujourd'hui est pétri de contradictions et emmuré dans... Ça veut dire que nous sommes... Voilà un pays, un continent vraiment particulier et bizarre. Je le disais ce matin à quelqu'un au téléphone. Voilà un pays dont on nous dit que le 21e siècle est le siècle de l'Afrique, puisque nous avons toutes les ressources dont la planète a besoin. Toutes, sans exception. Cobalt, uranium, or, manganèse, pétrole, gaz, poissons, forêts. Et nous assistons non seulement à la déforestation de grandes parties de notre continent, aux grandes dames des populations qui ont vécu là-bas avec beaucoup d'harmonie. J'ai vu un très très beau film dans le cadre du festival écologique de Berlin sur un Allemand qui est allé vivre avec les Pygmées au Gabon. Et comment les gens vivaient en harmonie avec cette nature que le capitalisme et le libéralisme ont commencé à détruire systématiquement, comme ils l'ont fait dans la forêt d'Amazonie au Brésil. Nous avons un continent dans lequel sa jeunesse est son atout principal, mais à qui on ne donne aucune perspective d'insertion, d'être chez soi en Afrique. Nous avons un continent où les plus grandes richesses halieutiques sont perceptibles, avec les côtes qui sont poissonneuses, mais qu'on détruit systématiquement avec la pollution de l'environnement marin. Regardez ce qui se passe en Méditerranée. La Méditerranée qui n'est pas seulement l'apanage de plus de 20 pays riverains de la Méditerranée. Et j'en profite pour dire que je l'ai dit haut et fort à une conférence à laquelle j'étais invité à Tunis sur l'Europe et la Méditerranée. Je disais, vous ne pouvez pas régler les questions de coopération économique entre l'Europe et le Maghreb si vous faites fi de l'arrière-pays qui est l'Afrique au sud du Sahara. Mais aller dans la Méditerranée, c'est une poubelle. Aller sur nos côtes, pourquoi nos pêcheurs vont de plus en plus loin et dans des pays lointains pour s'adonner à des activités halieutiques? Parce que justement, on commence à détruire le phénomène naturel de reproduction naturelle du phytoplancton, des poissons, ainsi de suite. Et ce continent regorge, comme j'ai dit, de minéraux les plus précieux. Beaucoup de films ont été faits là-dessus, continent miné par la guerre. On ne se rend pas compte du choc que la Première Guerre mondiale a provoqué en Europe. Guillaume Apollinaire, dans Alcool, parce que lui, il a reçu un obus dans la tête quand il a fait la Première Guerre mondiale. Pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, des gens se voyaient face à face, baïonnette contre baïonnette, de manière beaucoup plus massive que l'histoire de la colonisation armée dont nos pays ont été victimes. La Seconde Guerre mondiale, avec Hiroshima, avec Nagasaki, où on appuie sur un bouton et puis on efface. Mais nos pays ont été victimes à la fois de génocide, entretenu
nos pays ont été spoliés de leurs têtes les plus brillantes. Regardez les images de Lumumba sur le pick-up, enchaîné. Et celui qui l'a tué et qui l'a mis dans la soude vit encore des jours heureux en Belgique. Le très beau film de Raoul Peck nous rappelle des moments d'intensité atroce que ces pays ont vécu. La partition du Nigeria, le Rwanda, le massacre des Tutsis et des Hutus. La Libye, qui est aujourd'hui le facteur principal de l'instabilité d'un certain nombre de pays africains, dont le Mali, le Niger, le Burkina Faso. Et ce sont les mêmes qui ont créé ces conditions-là d'instabilité jusqu'à des mouvements terroristes djihadistes qui reviennent en sapeurs-pompiers pour nous donner leur aide à travers des opérations Barkhane ou je ne sais pas quoi. Voilà un continent donc dont les perspectives de développement sont obérées par des manières de gouvernance qui ne sont là que pour servir les intérêts des multinationales, dont les intérêts sont tellement précieux qu'un Laurent Gbagbo qui a été pris, amené à La Haye, qui a passé 7 ans là-bas, et dont le tribunal reconnaît l'innocence, une procureure dont les intérêts sont clairs, ceux de son mari pareil, pour empêcher que Laurent Gbagbo retourne dans son pays pendant le même temps où le Congolais là, Bemba, qui devait croupir encore en prison, a été libéré comme par miracle pour aller créer quoi? Une zone qui ne sera jamais dans la stabilité, c'est le Congo. Les plus grandes réserves mondiales sont au Congo. Ce pays ne connaîtra jamais la paix. Alors, quelle perspective avons-nous pour l'Afrique? Vous avez entendu, hein, vous avez suivi en même temps que moi, sous les innocentes. Il semble que le problème qui se pose aux Africains, hein, ce sont peut-être d'abord les Africains eux-mêmes. L'Africain a probablement perdu son authenticité, mais il semble que le mot clé de son intervention, c'est contradiction. Contradiction. Contradiction parce que son analyse est très édifiante. C'est vraiment une source d'information qui permet d'avoir une grande conscience des réalités africaines. Il touche au fond du problème, à savoir les multinationales. Au-delà de la mauvaise gouvernance, voici quelqu'un qui nous permet de comprendre que nos gouvernants eux-mêmes ne sont pas libres. Ils ne sont pas libres, ils sont sous l'effet des manipulations de ces grands industriels, de ces multinationales qui polluent, qui font dans la prédation totale. Des guerres qui sont parfois provoquées par leurs agissements et simplement pour leurs propres intérêts égoïstes. Réellement, on a là un témoignage. Un journaliste ne ferait pas mieux. Ce que le professeur Kassé est en train de nous expliquer, c'est vraiment le paradoxe. Le paradoxe. Les Africains sont en proie, sont complètement, si vous voulez, victimes des intérêts égoïstes des multinationales. L'Afrique est pauvre de sa richesse. On peut le dire comme ça. Voilà, et c'est comme, une situation de malédiction. Plus on est riche, plus on a beaucoup de trésors, beaucoup de biens. Qu'est-ce qu'elles répondent? Tout simplement, elles n'ont pas d'autre choix que de faire ce qu'ils sont en train, même s'ils savent que ce n'est pas bien. Mais souvent, il y a beaucoup de cupidité derrière. Quelquefois, il n'y a pas d'alternative. Ils n'ont pas le choix peut-être. La cupidité ou la pauvreté. La misère. Il y a la misère, mais également il y a la cupidité. Oui, la misère, la pauvreté, l'inconscience. Voilà, l'inconscience aussi. Il y en a qui ne savent pas, qui sont en train de faire et de détruire. De ruiner notre cadre environnemental. Maintenant, pour les sachets, je ne sais pas, le plastique, il y a beaucoup de
d'animaux marins qui meurent à cause de ce plastique-là. Oui. Par exemple, les tortues qui se nourrissent de méduses et qui pensent que ces plastiques sont des méduses. Mais quand on parle aux populations au quotidien, de façon naturelle, on sait que ce n'est pas bien. On voit que ce n'est pas bien ce qui se passe. Le plastique qu'on jette partout, les saletés qu'on trouve partout, la poubelle c'est partout en même temps. Mais on en parle tellement, mais est-ce que ça change? Depuis 40 ans qu'on en parle, est-ce que ça change? Je vois toujours les villes sales, alors qu'il y a des débats, des campagnes de sensibilisation. Mais je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. De génération en génération, on perpétue cette façon de vivre en ville qui veut qu'on mette la poubelle partout, qu'on mette du plastique partout. Les responsabilités sont partagées. Entre qui et qui? Il donné aux hymnes nationaux. Pour moi, un hymne national est un ciment. On ne crée pas un hymne pour créer un hymne. On crée un hymne qui parle au cœur des contemporains d'une cité. Quand je dis cité, je dis d'un pays. Je l'ai dit hier lors de l'émission à laquelle j'étais invité sur les programmes des candidats. Je l'ai dit à l'émission sur l'événement. J'ai dit que notre hymne national est un ciment et c'est quand même quelque chose qui nous parle. La Marseillaise, on a fait tellement d'attaques contre la Marseillaise sans se rendre compte que c'est un chant qui a été composé après la Révolution française de 1789. Même la dictature jacobine, Robespierre et Danton n'ont pas jugé utile de revenir parce que c'était le chant qui leur parlait. Quand vous voyez la Marseillaise, le bus de Marianne, pourquoi la France pour moi? Ce n'est pas la France de Macron, ce n'est pas la France de Hollande, c'est la France du peuple français. Quand vous voyez les images, j'ai ici 2 ouvrages. La caricature pendant la Révolution française. Les gens de droite comme les gens de progrès qui étaient pour la Révolution. On n'a jamais vu un pays où la guillotine a fonctionné à un rythme infernal. Cette machine infernale dont on parle. Parce que M. Guillotin, qui a inventé la guillotine, est passé lui-même à la guillotine. Robespierre a été guillotiné. Marie-Antoinette a été guillotinée. Danton a été guillotiné. Et tant d'autres valeureux penseurs de la Révolution. Mais on n'a jamais touché la Révolution. Bonaparte est venu. Napoléon Bonaparte est venu. C'est les 2 moments d'une gestion. Ils n'ont pas touché la Commune de Paris est venue. Ils n'ont pas touché à la Révolution. De Gaulle est venu. Personne n'a touché à la Marseillaise. Et pourtant, on nous dit, ouais, c'est un chant de violence. Allons, enfants de la patrie. Non. C'est quelque chose qui parle à l'âme des Français. Pour utiliser encore le mot âme. Mais notre hymne national a été composé de manière scientifique et de manière poétique. Scientifique parce qu'on a mis en relation un certain nombre de phénomènes culturels qui nous font penser à notre terroir, sans faire l'apologie de cette funeste idéologie du sang et de la terre. Suis generis, suis sanguis. À partir de quoi? La France peut dire que tu es né en France, tu peux être français. Les Allemands disent que tu dois être né en Allemagne et tu dois être de sang allemand. Donc, suis generis, suis sanguis, du latin. Donc, cet hymne a un aspect poétique. Donc, la poésie, c'est quoi? C'est le repos de l'âme. C'est quand même faire vibrer des émotions. Pourquoi, quand en 68, les athlètes américains, quand ils ont gagné à Mexico, et que l'hymne national américain retentissait, pour marquer leur appartenance à l'hymne, ils ont assisté à la levée des couleurs. Mais pour marquer leur désaccord avec la politique qui était menée aux États-Unis, ils ont levé un point ganté de noir. Et même la chanteuse, comment elle s'appelle, qui a imité ça avec les Black Panthers il n'y a pas longtemps, comment elle s'appelle, de R&B, tout le monde la connaît. Beyoncé, voilà. Quand elle est venue dans ce stade avec ses danseurs et ses musiciens avec un point ganté. Mais ça nous retourne en 1968, quand Jimi Hendrix, au concert, au festival de Woodstock, prend sa guitare et entonne l'hymne national américain en torturant ses cordes
pour faire sentir que dans cet hymne, il y a aussi la violence que les États-Unis exercent sur le peuple vietnamien. Mais ça me rappelle quand Marvin Gaye chante What's Going On? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi les mères doivent souffrir? Pourquoi on doit... Et donc l'hymne a un ressenti, provoque un ressenti, mais provoque en même temps une prise de conscience des réalités. C'est pour ça que c'est trop facile de dire on change un hymne. On ne change pas un hymne comme ça. Je ne reviendrai pas sur mes propos par rapport à l'auteur de cette facétie, parce que pour moi c'est une facétie. D'un hurluberlu, je reprends ce terme, qui veut nous faire... Attends, dans quel pays vivons-nous? Voilà ce que je pouvais dire sur l'hymne national. National, il a largement développé, il a fait même l'historique, l'histoire des hymnes nationaux. En fait, si cette question-là a été soulevée, c'est parce qu'on a constaté, quand on parle de l'Afrique, directement ce qui nous concerne, vous avez tous constaté que quand il y a levé de drapeau, quelquefois, les gens circulent. Quand on chante l'hymne national, est-ce que les gens comprennent encore le sens? Voilà, j'ai assisté à des levées de drapeau avec chant hymne national et j'ai vu des gens chanter, jouer, etc. Bon, est-ce qu'ils ont conscience de la valeur de l'hymne national ou alors est-ce qu'il y a peut-être peut-être que les hymnes nationaux sont devenus obsolescents ou vieillis, je ne sais pas trop. Oui. Sa position par rapport aux hymnes nationaux est tout à fait louable, est tout à fait édifiante. Et on peut s'étonner effectivement de voir certains dans une posture de désinvolture, d'irrévérence par rapport à ce qu'on peut considérer, et il le dit très bien, c'est un ciment, donc valeur culturelle, valeur identitaire, valeur spirituelle. Il parle de la fonction poétique des hymnes, donc qui s'adresse à l'esprit. Mais quelle que soit la valeur de l'objet, quand dans sa conception, les citoyens ne sont pas associés à sa réalisation, parfois ils prennent des distances, prennent des libertés par rapport au culte qui entoure ces pratiques. Et c'est pourquoi on peut voir certains ne pas comprendre qu'on arrête la circulation pour observer qu'on chante l'hymne national ou qu'on monte ou certains refusent même de chanter, ils ne veulent pas. Attends, Soulé, tu veux dire que le contexte d'écriture originel de l'hymne n'est pas compris par les gens? Ils ne savent pas, il y en a qui n'ont pas conscience, ils n'ont pas connaissance de ce qui est chanté. Et c'est pourquoi les premières leçons depuis le primaire, c'est l'enseignement de cet hymne. Justement le problème, c'est un problème d'éducation, voilà. C'est un problème d'information. Quand on était à l'école, à l'école primaire, il y avait souvent la levée des couleurs. Oui. Mais cette tradition-là n'est pas toujours respectée. Elle n'est même plus respectée. Quand il y a quelquefois des velléités d'envie de montrer qu'on fait bien, il y a tout un sketch autour de la levée des couleurs dans les écoles. Après, c'est pour un temps. Après, les mauvaises habitudes reviennent. Les élèves n'ont pas systématiquement cette cérémonie qui est très importante. Peut-être on ne pourrait peut-être pas la faire tous les jours, mais au moins qu'il y ait un jour symbolique où c'est la levée des couleurs et à partir de cela qu'on apprenne aux enfants, on apprenne aux élèves. Le lundi, par exemple. Avec l'éducation civique, il y a des théories, mais en pratique, qu'on leur montre, n'est-ce pas, que la levée des couleurs, c'est l'importance de l'hymne national, l'importance des sceaux, des symboles de la République. C'est très important. Et justement, dans les écoles, ça ne se fait plus. Ils n'ont plus le temps. Quand vous voyez et je pense que si ça se faisait dans les écoles régulièrement, cette désinvolture-là que l'on voit dans la rue ou ailleurs, quand il y a la levée de couleurs, ça n'arrivera plus. Dans toutes les écoles. Oui, il faut le faire dans toutes les écoles. Il faut le faire dans toutes les écoles. C'est l'éducation civique quand même. C'est l'éducation civique. Oui. On n'est pas des militaires, mais il y a le respect des symboles de la République. Les symboles de la nation. Ce n'est pas l'affaire seulement des militaires ou des hommes en armes. C'est tous les citoyens.
tous les habitants du pays. C'est des valeurs, comme il le dit, de grandes valeurs. Bon, en revanche, il faut quand même noter que on a observé que dans certains pays, ils ont modifié les paroles. Hein. Donc, la leçon à tirer, modifier les paroles, renoncer même complètement, vider. Oui, même s'il y a modification des paroles ou renoncement, qu'on en discute, oui, que ce soit un débat sérieux. Un débat sérieux. Un débat sérieux, parce que c'est sérieux. Voilà. Justement, c'est la nation, la force de la nation vient à part de la cohésion des différents éléments qui la composent. Et l'hymne national fait partie du ciment, n'est-ce pas, qui fait que la nation est indivisible. Voilà. Sinon, quand on ne comprend pas, voilà pourquoi c'est à cette débandade-là. C'est un facteur de consolidation de la vie communautaire. Et là, c'est vraiment bien défini. Un joueur qui va aller en compétition, qui entend l'hymne national de son pays, ben, tout de suite, son sang... ne fait qu'un tour. Oui, il est très motivé. Il est très motivé. Hein, il saute, il a envie de toucher le ciel. Voilà. Mais il faut quand même souhaiter que ces mélodies, ces paroles contenues dans les hymnes nationaux, comme je le disais en voix off tout à l'heure, traversent les siècles sans une ride. Parce que quand, au regard des mutations, on est obligé de revoir, ben, il y a problème. Il y a problème. Donc, dans sa conception et dans sa vulgarisation, tous les citoyens doivent être associés. Il faut qu'on réenseigne, je crois, les paroles. Oui. On réexplique bien sûr. Les paroles. Parce qu'aujourd'hui, vous voyez, dans certaines écoles, j'ai fait pour plusieurs pays africains, quand il y a un mât avec le drapeau, c'est un drapeau en lambeaux, ou totalement sale, avec les couleurs même qu'on ne reconnaît plus, mais il y a quelque chose qui ne va pas. Merci Souley d'évoquer ça. Je pense que quelquefois, comme elle le dit Innocente, quelquefois c'est une question de symbole aussi. Quoi. Quand, comme tu l'as dit, il y a des drapeaux déchirés, extrêmement sales, enroulés autour du mât, qu'on ne déroule pas. Et moi, autant que je me souviens, quand il y avait la levée des couleurs, le soir, le drapeau, on devait le faire descendre. Oui. Mais il y a le drapeau qui traverse les saisons. Qui traversent les intempéries. Je ne comprends plus. Des couches de Et maintenant, poussière. je vois certains qui le matin, dans certains établissements, j'ai cru voir, c'est la levée des couleurs, on met le drapeau, les élèves sont là. Après, je pense qu'il y a beaucoup de folklore et pas vraiment une envie d'éduquer. Après, je vois des élèves qui jettent leur sac à côté du mât, d'autres qui viennent s'adosser là-dessus. En fait, il n'y a plus ce respect qu'il y avait par rapport au drapeau quand moi, j'étais encore une petite fille. Chanter l'hymne national à des jours précis de la semaine, c'est très important. Mais expliquer le sens et donner du respect à ça. Et mettre de côté l'aspect folklorique. Je pense qu'on a très bien compris. Vous considérez-vous comme un intellectuel révolutionnaire, comme le disait Lénine? J'ai toujours été un intellectuel engagé, révolutionnaire, parce que je considère que la lutte pour la transformation sociale est un impératif. Je suis marxiste, je suis communiste, je m'en réclame, parce que je crois fondamentalement que les leçons de Marx sont encore actuelles et de Engels. La preuve, pour parler de cinéma, Raoul Peck nous a fait un très beau film à l'avant-dernier festival de Berlin, du film, avec le jeune Marx. Un film documentaire extraordinaire, la genèse du marxisme. Quand je lui ai posé la question, il m'a dit, mais Marx ne peut pas être dépassé. Donc je suis un intellectuel révolutionnaire, oui, engagé sans aucun doute pour la transformation sociale, mais libre. Nous avons beaucoup appris du mouvement communiste international. Nous avons beaucoup appris de leurs échecs. Nous avons beaucoup appris également de la difficulté et de la contradiction qui fait que des gens comme nous n'arrivent pas à convaincre le maximum de gens de la nécessité de l'organisation des outils et des instruments nécessaires pour la transformation sociale. La classe ouvrière, qui est notre référence, a été malmenée avec le néolibéralisme. Regardez ce qui se passe en France, les gilets jaunes. Regardez le démantèlement du mouvement syndical.
Regardez comment la France grignote sur les acquis sociaux nés de 1936. La sécurité sociale. Pourquoi Obama s'est battu contre les lobbies aux États-Unis? Pour que chaque individu ait le droit à la santé. Évidemment, nous ne sommes pas dans le cadre où nous allons transformer la société pour en faire. Parce que le communisme, le socialisme, c'est quoi? C'est à chacun selon ses compétences. Le communisme, c'est à chacun selon ses désirs. Mais si la terre était gouvernée autrement, peut-être que chacun pourrait travailler, se reposer, avoir du loisir, avoir un commerce intéressant avec son voisin, son prochain, et vivre une vie harmonieuse. Or, rien n'est fait aujourd'hui pour ça. La précarisation est un dénominateur commun de beaucoup de peuples aujourd'hui. La paupérisation des gens, le démantèlement des secteurs de l'industrie, les Européens l'ont fait avec les délocalisations. Mais qu'est-ce que ça en est suivi? Un taux de chômage extraordinaire. Donc nous avons toutes les raisons de penser, comme le dit Sembène, que nous devons rester des communistes. Nous devons rester des communistes. Affirmation forte hein, du professeur Kassé. Est-ce qu'aujourd'hui, moi, ce sont des propos que je n'entends plus là? Oui, affirmation osée. Là, il apparaît vraiment cette autobiographie, là, ce petit morceau-là de son autobiographie, c'est vraiment un régal intellectuel. C'est le professeur Kassé est une grande figure de l'autorité universitaire, de l'autorité scientifique. Là, c'est une voix qu'il faut écouter très souvent. C'est une grande source d'inspiration. Affirmer aujourd'hui, en 2019, sur un plateau de télévision, qu'on est marxiste, c'est vraiment faire preuve de courage. Absolument. Oui, et il faut saluer son engagement politique. Oui, parce que les plus grands défenseurs de cette obédience politique aujourd'hui se cachent. Il y en a qui ont honte, il y en a qui ne veulent plus entendre parler marxiste. Non. Et voilà, quelqu'un qui est allé à cette source-là et qui a compris, en analysant les problèmes que rencontrent les Africains, que rencontrent même les Européens. Il fait allusion aux gilets jaunes. C'est les marxistes qui ont la réponse, la vraie réponse. Le partage des biens. Ouais. La répartition des richesses. Voilà. C'est-à-dire qu'en principe, tout le monde a droit de citer. Et tout le monde a droit au bien-être. Quand bien même, Souley, moi, le terme communiste m'inquiète un peu. Oui, sous certaines formes, m'inquiète un peu. Normal. Mais aujourd'hui, le communisme... Mais c'est normal que ça inquiète parce que justement, pendant plusieurs décennies, le but premier, le choix, l'objectif premier du bloc occidental, c'est de discréditer, n'est-ce pas, les valeurs communistes. Oui, les capitalistes ont diabolisé les communistes. Oui. Et justement, il y a eu beaucoup de malversations qui ont été mises en œuvre. Et ils ont réussi dans la mesure où communiste aujourd'hui, dans l'entendement de beaucoup de personnes, c'est synonyme de dictature, d'uniforme semblable, État policé. Oui. Et pourtant, ce n'est pas le cas. C'est ça. Et justement, c'est justement cette cupidité-là, je reviens à ce défaut humain, qui a fait qu'il y a eu la débandade dans le clan des communistes. Quand ils ont vu les capitalistes s'enrichir, ils ont voulu avoir les mêmes biens et maintenant, ils ont fui. Ils ont retourné leur veste. Et là, c'est vraiment un comportement, une attitude d'humaniste du XXIe siècle par rapport au professeur Kassé quand il assume. Parce que justement, il n'a pas été déformé, il n'a pas été formaté par toutes ces théories-là que les Occidentaux ont eu à inculquer à ceux qui croyaient aux valeurs communistes. Le marxisme, il ne faut pas en avoir honte, il ne faut pas en avoir peur. C'est un peu, comparaison n'est pas raison. C'est un peu ce qu'on observe avec ceux qui défendent les principes du Coran ou bien les principes de la Bible. La Bible ou le Coran contient des valeurs universelles presque, on pourrait le dire. Mais de la théorie à la pratique, il y a un grand fossé.
Du marxisme même pur, théorique, à la pratique, il y a un grand fossé. Aux applications. Aux applications. Quand on arrive même dans le domaine de la science, c'est toujours pareil. La science, dans ses intentions premières, c'est pour le bien-être. Mais c'est les applications qui créent des problèmes. Les utilisations. Voilà. Il y a, là, on dévie, les moyens sont mal utilisés. Et bon, sinon, c'est une théorie qui reste valable. C'est une théorie qui reste valable, qui peut inspirer, qui peut permettre de sortir. Il le dit très bien. Hein, on peut espérer, on peut faire des pronostics favorables. Hein. Bon, quand bien même, hein, je pense que j'ai l'impression que nous, en Afrique, quelquefois, on n'a peut-être pas besoin de leçons de ces gens-là. Moi, j'ai toujours pensé que l'Africain, naturellement, était très sociable, était communiste dans sa conception même de l'existence, dans la société, le voisinage. Bon, on n'a pas donné le terme communiste. Oui, je sais. C'est une remarque très intéressante. Même par rapport à la démocratie, mais en fin de compte, le professeur Kassé, comme il l'a dit au début, n'est-ce pas, de l'émission, que l'Africain est maintenant dans une situation très paradoxale, une situation bâtarde, où lui-même, il ne sait pas de où donner de la tête. Exact. Voilà pourquoi, je ne sais pas, il ne pourra pas être communiste comme il est dans la tradition, parce que lui-même, il se perd dans tout ce qui lui arrive en même temps. Ce sens du partage, effectivement, les Africains l'ont de façon presque culturelle ou naturelle. Hein, on l'avait. Et dans certains villages encore, il y a des oasis où ça marche bien. Mais bon, les mutations sociales sont là. Et les multinationales dont on parlait tout à l'heure sont là pour veiller au grain. Il n'est pas question que ces lumières-là encore continuent à nous éclairer. On reste dans l'obscurité. Il faut cultiver l'obscurantisme. Il faut freiner, il faut pas, ils ont peur. Alors on va demander au professeur Kassé, avec toutes vos cassettes, quel conseil donnerez-vous à cette nouvelle génération africaine? C'est de croire en eux-mêmes, de se donner les moyens, de comprendre le monde dans lequel ils vivent et aussi de se battre de manière consciente et organisée et de ne pas céder à l'appel des sirènes. Sans connaissance, sans savoir, il est illusoire de bâtir un avenir. Donc la lutte pour une école de qualité est un impératif. La lutte pour un enseignement, une formation de qualité est un impératif. La lutte pour l'indépendance économique, ne plus être obligé de tout importer, alors que nous avons les forces productives, matérielles et humaines pour ça. Pourquoi on accepte que des entreprises ferment, qu'on mette à la rue des gens? Pourquoi Air Afrique, la Sotrac, le truc de ramassage des ordures, des pères de famille jetés dans la rue comme ça? Et vous voulez que cette jeunesse puisse avoir des références. Il faut que nous créions les conditions de modèles dont peuvent s'inspirer les jeunes pour dire, nous aussi on va être comme ça. Chacun devait pouvoir dire, je vais être un Cheikh Anta, je vais être un penseur, je vais être un créateur dans les sciences, dans les techniques, dans l'art. C'est ça. Parce que comme le disait Arthur Rimbaud, l'art est nécessaire à l'individu. L'art, c'est la capacité de créer. Également la capacité d'apprécier positivement ce qui est créé. Parce que ce qui est créé suscite l'émotion, l'empathie. Et on se dit, merde, excusez-moi, passez par l'expression, vous pouvez l'effacer ça. Je suis homme. Et comme disait l'autre, rien de ce qui est humain ne m'est indifférent. Or, cette maxime-là, pour la mettre en œuvre dans notre pays aujourd'hui, il y a encore beaucoup d'efforts à faire. Cultiver l'honnêteté, le culte du travail bien fait, le respect de la parole donnée. Puiser dans nos valeurs profondes qui ne sont pas encore gangrenées par d'autres valeurs culturelles venues d'ailleurs. Parce que tout notre univers aujourd'hui est rendu hybride par le choc, non pas à la Huntington, le choc des civilisations, mais par le choc de cultures qui sont des cultures dominantes au détriment de cultures dominées. Et on n'en est pas conscient. L'acculturation
est un phénomène qu'il faut absolument comprendre. La déculturation est un phénomène qu'il faut comprendre. Pour qu'il y ait une inculturation qui nous ramène à des cultures, c'est-à-dire à une connaissance, à un savoir scientifiquement accumulé, mais qui repose sur un socle de valeurs civilisationnelles et culturelles qui permettent de dire l'homo sénégalisensis, ce n'est plus la sénégalité dont parlait Senghor en 1960. Goût du paraître, goût du matu-vu, goût du mensonge, c'est ça les valeurs qu'il faut mettre en œuvre pour combattre les contre-valeurs. La paresse qui consiste à prendre des raccourcis pour arriver, le clinquant, l'ostentatoire. Je crois que s'il y a un message à prendre à la jeunesse, c'est bien celle-là. Créer les conditions d'une bonne école qui permet à l'homme de se libérer. Il n'y a que l'homme libre qui est capable de dire « je veux faire ceci, je ne veux pas faire ça ». Et l'homme qui est libre, c'est celui que Gelawar symbolise. Quand il tend la main, c'est une main qui demande. Mais quand il pointe un doigt, c'est pour indiquer une direction. Réponse aux préoccupations des jeunes Africains, des Africains de ce jour, confrontés à la mondialisation, au modernisme, à la perte des valeurs, justement, qui doivent faire une sorte d'introspection, chacun doit faire ça, pour prendre les valeurs qui ne sont pas gangrénées par l'extérieur et les cultiver et les mettre au devant de tout. Voilà, c'est donc la conclusion du professeur Magueye Kassé que nous remercions ici vivement. Je voudrais, chers téléspectateurs, après une petite pause, passer à la deuxième partie de notre émission. Retour sur le plateau. Cette fois-ci, nous allons parler de Caris. Caris, c'est une demoiselle qui représente le groupe Bella Mondo. Et ce groupe est venu, a été invité dans le cadre du 8 mars, journée de la femme. Et elle nous a reçus et nous avons été ensemble la voir. Et voilà, nous lui avons posé quelques questions, comme nous le faisons. Et la première question, c'est celle-là. Vous allez suivre. J'ai demandé, moi, personnellement, parce que c'était... Je ne sais pas si vous avez vu ça, mais j'ai rarement vu des orchestres de femmes. Et j'ai dit, vous êtes un orchestre de femmes. C'est très rare, non. Voilà, c'était mon étonnement. Et voilà ce qu'elle répond. Un orchestre de femmes, c'est rare, oui, en Afrique. Mais nous ne sommes pas les précurseurs. Vous avez, en Guinée, on a eu nos mères, nos grands-mères, on dira, les Amazones de Guinée, en Côte d'Ivoire. C'est une première, oui, Bella Mondo, c'est rare, c'est une grande première en Côte d'Ivoire. Bella Mondo, simplement à cause du beau monde. C'est juste un agencement de mots, Bella, parce que nous sommes des femmes, puis Mondo, le monde, on ne peut pas dire Bella Monda. Donc, du coup, on a Bella Mondo, genre, pour dire qu'au sein de l'orchestre, vous avez des belles femmes. Orchestre de femmes, c'est l'exception qui confirme. Oui, c'était l'exception, oui. Et là, une belle imitation de ce patrimoine guinéen. On peut, je pense, vouloir l'étendre à beaucoup d'autres pays, parce qu'il y a certainement beaucoup de talent dans le groupe des jeunes filles qu'il faut essayer de promouvoir. Et ça, c'est une bonne initiative. Peut-être qu'il y en a, peut-être qu'il y a des femmes qui font de la musique, qui jouent des instruments, mais peut-être qu'elles n'ont pas l'aura de Bella Mondo, qui a fait une tournée mondiale, qui a été dans presque tous les pays africains et beaucoup de pays dans le monde. Mais Innocente, je ne dis pas que c'est la défenderesse des femmes, mais Innocente doit être fière de... Caris, peut-on savoir pourquoi vous êtes au Gabon? Nous sommes au Gabon pour le concert Cœur des femmes, qui s'est déroulé hier, exactement pour la journée internationale de la femme, qui était le 8 mars. Journée où on honore les femmes, on parle des droits, des avancées,
Je pense qu'Innocente, elle a été plusieurs fois invitée le 8 mars. Mais Innocente, je pense que c'est la deuxième fois que vous commémorez le 8 mars, n'est-ce pas? Et où vous avez été invitée, je crois. Oui. Oui, alors Oui, mais un petit bilan. Le 8 mars, depuis que... Un petit bilan juste. Depuis que je pense, je crois. Et puis, mais le 8 mars de... Oui, mais le bilan, moi je... Un petit bilan. Oui, je ne suis pas Satisfaite. Je ne suis pas satisfaite du tout. Le 8 mars, pour moi, c'est toujours par rapport aux droits des femmes, le moment où je sens que rien n'avance et voilà, on est un peu déçus, on est très déçus. Mais il y a beaucoup de conférences, beaucoup de prises de parole des femmes. Beaucoup d'agitation. Les médias. Beaucoup d'agitation, beaucoup de folklore, très peu de réalisations, très peu d'actes concrets, très peu de solutions proposées aux femmes. Pourtant, c'est possible qu'on fasse de belles choses, mais on passe toujours à côté. Il y a plus de buffets que de réel partage. Voilà. Je pense que venant d'une femme, moi je n'ai rien à dire. Non, c'est un peu comme toutes les grandes journées qu'on célèbre. Parfois, les contenus ne sont pas satisfaisants, effectivement. Il faut un travail de préparation pour donner un contenu vraiment fécond à ces journées-là. Au lieu de ces tapages médiatiques. Oui, les buffets, les grands buffets, c'est pas ça. Il faut des échanges, il faut des innovations. Oui. Changer de fusil d'épaule, faire entendre les femmes des profondeurs de l'intérieur du pays, les écouter, ces femmes laborieuses-là, les entendre. Et écouter quelquefois aussi un peu les autres pour savoir ce qu'ils en pensent. Il faut les associer à des réflexions, à des remises en cause, les associer à la réalisation de certains projets. Nous allons maintenant demander à Caris que représente pour elle le 8 mars. Le 8 mars, pour la femme, c'est tout. Avoir une journée où l'on magnifie la femme, nous femmes, on dira que c'est pas beaucoup. On voudrait être magnifié tous les jours, mais avoir une journée spéciale où l'on parle de la femme, c'est une grande reconnaissance à l'humanité. C'est une gratitude parce que la femme porte le monde. Donner la vie, c'est porter le monde. Donc, il n'y a pas grand-chose à dire que être honorée, être heureuse et puis se sentir aimée en une journée particulière, c'est grand, c'est beaucoup. Honorer la femme, l'aimer, s'occuper d'elle tous les jours et non pas simplement le 8 mars. Soulé, c'est vrai, c'est ce qu'on devrait faire? Oui, bien sûr. C'est le mari qui parle, après on va écouter l'épouse, c'est la femme. Un devoir de reconnaissance, un devoir de gratitude, un devoir d'encouragement pour toutes ces belles tâches, ces nombreuses tâches qu'elles accomplissent au quotidien. Parce que voilà, dans l'organisation sociale, dans la distribution des tâches, voilà des gens qui travaillent plus que les hommes. Mais parmi leurs réalisations, il y a des tâches qui n'ont pas de valeur marchande, comme dit Bourdieu, n'ont pas de valeur marchande. Hein? Mais parfois même, au-delà de la question pécuniaire, il n'y a pas de gratitude, il n'y a pas de reconnaissance. C'est un peu ingrat, c'est pas bon. Il faut changer. Il faut leur porter un regard beaucoup plus reconnaissant. C'est bien d'entendre les hommes en parler, c'est très important parce que je pense que s'il y a des personnes qui sont directement concernées par le 8 mars, c'est vraiment les hommes. Dans la mesure où les femmes, elles cherchent à avoir des droits qu'on pourrait leur donner, elles vont arracher certains droits, mais il faudrait que leurs conjoints soient aussi prêts à accepter ce changement-là et avoir en ces femmes-là des humains qui ont aussi des droits et puis qui auront sûrement, et là ce sera plus compliqué de faire accepter ça aux femmes, des humains qui auront aussi des obligations. Ce sont les obligations ce sont les obligations qui sont difficiles à accepter. Les droits, c'est facile de les prendre, mais après, il faut montrer qu'on mérite ces droits-là. Et
accepter les devoirs aussi. Oui, on va demander à Cariste, mais comment, à travers l'orchestre de femmes, peut-on faire avancer les droits des femmes? On n'est pas engagé en tant que tel dans une action. Non, c'est pas un groupe apolitique. Nous, c'est juste, comme vous dites, c'est ludique. Ça se limite là. Mais entre-temps, on fait passer juste un message pour dire aux femmes que vous voyez là où nous sommes avec les instruments, voilà, les femmes peuvent le faire. Juste ça. Orchestre de femmes qui n'ont pas de réclamations, qui n'ont pas de revendications, qui ne sont pas engagées, qui ne mettent en avant que cet aspect ludique, voilà, et qui s'adressent aux femmes en tant qu'exemple de personnes capables juste de jouer des instruments. Est-ce que ce n'est pas un peu de gâchis? Non, ce n'est pas du gâchis parce que la visée première de leur groupe, ce n'est pas d'être engagées. Mais elles vont être engagées sans le vouloir. Elles sont engagées sans le vouloir. Parce qu'elles renvoient une image, elles proposent un message, mais ce n'était pas le but premier. Voilà. Alors, ce qui est sûr, elles sont engagées. Même si je peux dire qu'elles n'en sont pas très conscientes. Mais l'engagement, le fait de faire un orchestre que de femmes, qui n'est pas d'hommes, c'est un message. Déjà un message. C'est un message. Hein, ces paroles-là sonnent comme un écho à celles prononcées par cette grande dame, j'ai nommé Myriam Makeba. Chaque fois qu'on l'interrogeait sur la question politique, il dit non, je ne fais pas de politique, moi. Mais Dieu seul sait. Ah oui. Hein, son engagement sur ce terrain-là, il est exemplaire. Elle a influencé. Bien sûr, bien sûr. Pesé de tout son poids certaines décisions. Et ça fait partie de ce que j'appelle l'intelligence des femmes. Sans brusquer, sans démarche ostentatoire, réussissent à se faire comprendre, de à se faire accepter. Voilà. Main de fer, gants de velours. Oui, voilà. Quand elles veulent. Oui. Même dans leur silence, elles font avancer les choses. Voilà. D'accord, Soulé. Et on va terminer par la dernière question qui a été posée, parce que voilà, moi, ma préoccupation, c'est qu'aujourd'hui, à cause de l'audimat, la recherche de l'audimat, de plus en plus sur les scènes du monde, les gens qui dansent, qui chantent, exhibent leur corps, les atouts, peut-être parce que ça fait vendre, ça fait aimer, etc. Et j'ai demandé, en tant que cette fois-ci orchestre de femmes, les gens se disent, déjà quand il y a une star, une femme qui est sur la scène, elle montre pas mal d'attributs. Donc quand c'est un orchestre de femmes, mon Dieu, les gens se disent, on va en avoir plein les yeux. Se régaler, comme le dit, avec un peu de méchanceté innocente. Hein. Voilà la question qui a été posée, on va l'écouter. Quand vous voyez une scène de femme, c'est la beauté. Voilà, donc, mais dire qu'on met au devant nos atouts physiques, non. Bélamondo, non. Un orchestre de femmes, certes, mais pas pour exhiber. C'est pas un orchestre d'exhibition. Non, loin de là. Nous sommes un orchestre qui voulons montrer que nous pouvons faire un métier dit d'homme. Donc, quand nous sommes sur scène, nous sommes des femmes décentes, très décentes. Et ça dépend aussi des soirées. Vous aurez des soirées, vous allez voir Bélamondo en robe de soirée. Mais décent, comme je dis. Il n'est pas question de montrer une partie de chair là. Non. Bélamondo, c'est un orchestre de femmes décent. Bélamondo, un orchestre de femmes décent. C'est vrai, c'est possible. C'est possible dans ce matraquage-là, où dans chaque fois qu'il y a une vidéo avec des femmes et des garçons, c'est ce qui est incroyable, c'est l'opposition entre l'apparence physique des garçons et l'apparence physique des filles. Autant les garçons sont habillés, autant les filles sont dénudées. Les garçons, je les vois, ils ont des pantalons, la ceinture, le débardeur, le t-shirt, la chemise, la veste. Le chapeau même? Non, le bandana, le chapeau, le collier, les gants, les bottes. Ils sont habillés comme on dit, comme des oignons. Mais les filles, même dans une chambre, ou bien même dans un salon, même dans un endroit qui ne se prête pas, elles sont en maillot de bain. Moi, je suis étonnée qu'on puisse être en maillot de bain là où il n'y a pas d'eau.
Oui. mais elles sont en maillot de bain. Ou bien moins que cela. Après, ils sont obligés de flouter certaines parties quand c'est des moments d'audience familiale. Oui. C'est étonnant. C'est étonnant et choquant ça quand fait même, partie. hein. C'est choquant. Ouais. On peut faire de l'art sans verser dans le sensationnel, sans verser dans la pornographie. Moi, j'appelle ça même, à la limite, quand on se croit obligé de montrer sa nudité, c'est faire dans la prostitution de l'art. C'est pas de l'art. C'est trop facile. Ou bien on n'a pas les moyens de convaincre autrement. Autrement. Et là, c'est un mélange de genres. Ça fait un peu un produit bâtard. C'est pas de l'art. On peut faire de la sensualité, mais pas voilà. dans l'excès. Voilà. Voilà. Quand on lit, par exemple, ce célèbre poème de Senghor, Femme noire, mais c'est bien écrit. Bien écrit, mais il n'y a rien qui prête allusion à une platitude de ce genre. Si, quelquefois. Oh, Senghor, très souvent. Ce poème de Senghor, là, c'est un hymne aux femmes. Gazelle aux attaches célestes. Oui. Les perles sont étoiles sur la nuit de ta peau. Ça, c'est pornographie. Oh non, les attaches célestes. Mais oui, les perles sont étoiles sur la nuit. Quand est-ce qu'on voit les perles sur la nuit de la peau? Mais c'est la sensualité. C'est la sensualité. C'est pas pervers, pas du tout. Non. Pas du tam-tam sculpté, tam-tam qui pointe sous les doigts du convaincre. Oui, c'est des métaphores. C'est des métaphores. La beauté de la femme. C'est des métaphores qui prouvent que la femme donne plaisir à tous les sens. Je te découvre terre promise du haut d'un haut col calciné. Là, allusion à... Je continue. Non, c'est bon, innocent. Tu as bien retenu. Mais attention, on n'a pas la même lecture de ce poème. Non, on a bien compris la sensualité de ce poème. Là, c'est très beau. De Senghor, c'est très beau et déclaré par innocent. On en comprend tout le sens, etc. Nous allons passer à la troisième partie, qui est la rubrique des innocents. Alors, cette rubrique, tout de suite, on passe tout de suite dans ce sujet-là. C'est un instituteur ghanéen, donc qui vit au Ghana en plus, bien sûr, qui s'appelle Sarsey Parsi. On écoute Innocent. Sarsey Parsi, c'est un instituteur au Ghana qui a eu comme projet, et justement, il a proposé une solution dans la mesure où souvent, on se pose des questions par rapport à la déperdition scolaire. Il y a beaucoup de raisons qui font que les enfants abandonnent le chemin de l'école. Et lui, il a réussi dans un village où la plupart des enfants sont retenus par les parents pour aller au champ, parce qu'ils ont besoin des bras des enfants. Lui, il a réussi à ce que les élèves aient envie de venir à l'école. Bien sûr, ça n'a rien à voir avec ses progressions, oui, mais il met la danse dans son programme, pendant les cours, de telle sorte que les élèves, seulement en pensant à la danse, ont envie de venir. Parce qu'à un moment où il est en communion avec ses élèves. Ceci, ça me rappelle des vidéos qui étaient devenues très virales sur la toile, où on voyait les enseignants dire bonjour à leurs élèves. Et chaque enseignant avait un bonjour qui ne ressemblait pas à... Et tous les matins, mais il va avoir le temps de le faire aussi, mais c'est très, très bien. Mais cette fois-ci, il fait de la danse avec ses élèves. On va montrer ça aux téléspectateurs. Voilà.
last one. I don't know. Let me see. Come on. For me, I think the most critical component is the relationship, the rapport you build with your students, because I think sometimes it can go underrated or overlooked, that relationship aspect, because before I'm able to deliver a substantial amount of content to them, they have to buy into me. Hey, Professor, take 5. Il fait de la danse avec ses élèves et justement, il réussit à les retenir. Aujourd'hui, il a des dizaines, des centaines, il y a des centaines de milliers d'abonnés. Parce que chaque fois, il monte des chorégraphies. Et justement, c'est le projet, la visée, le but de son engagement pour avoir la possibilité de garder ses élèves jusqu'au bout. Et par la danse, c'est extraordinaire. Moi, je pense que si on se pose des questions et qu'un instituteur, un enseignant africain nous propose des solutions, je pense que c'est une action à saluer. Et je suis très fière que ce soit un jeune instituteur qui est passionné au moment où la plupart des personnes pensent que quand on devient enseignant, c'est parce qu'on a tout raté. Et quelqu'un qui propose des solutions à des enfants qui en ont vraiment besoin parce qu'ils doivent rester à l'école. Bon, Innovation c'est pédagogique. une innovation assez très originale. Et ça procède du fait que de plus en plus, on va sur le terrain culturel des enfants. On va les chercher dans leur univers culturel pour les ramener vers les savoirs savants. Et les garder. Parce qu'effectivement, on a quelques problèmes. Les rapports des enfants, des élèves aujourd'hui avec l'école, avec le savoir, est un rapport presque problématique. Les parents, les encadreurs se soucient plus de la réussite des élèves qu'eux-mêmes. Et alors, cette démarche-là, bon, je ne sais pas quelle est l'évaluation qu'il faut déjà en faire, mais ça rappelle un peu des pratiques anciennes. Aujourd'hui, quand je passe près des écoles, je n'entends plus les enfants chanter. Oui, avant, c'était, ça scandait, ça rythmait la progression de la journée. On entonnait des chansons et toute l'école, tout le monde dans le quartier, tout le monde entendait ces voix presque angéliques qui entonnaient des chansons et ça permettait de réveiller ceux qui étaient en train de s'assoupir sur les bancs. Moi, en tout cas, je suis passé par là et je me rappelle bien, ça nous aidait bien à... Moi, ça me ramène au moment où il y a près de 25 ans, plus de 25 ans, au moment où on devait enseigner Victor Hugo et on partait du Tassou. Le Tassou, c'est un poème traditionnel, Wolof. On partait du Tassou avec les procédés comme l'assonance qu'on retrouve dans tous les textes, la plupart des textes traditionnels Wolof. Et on partait de l'assonance du Tassou pour aller vers Victor Hugo. Et ça fonctionnait merveilleusement bien. Ou bien on partait du rap parce que c'est au moment où le rap commençait à... On partait du rap, Aujourd'hui, on peut partir du slam. Bien sûr. Et les élèves sont très intéressés quand on va les chercher dans leurs univers pour leur proposer. Et on fait une comparaison pour leur dire tout simplement, voilà, chez vous c'est comme ça, ailleurs c'est comme ça. Et là, ils comprennent très bien. Ils comprennent. J'ai déjà vu une forme d'enseignement des comptes rendus, une forme d'enseignement d'exploration. Un prof de philo, il partait toujours des slams, des récits de slam, et il introduisait ces notions philosophiques. Et ça marchait, et ça marche très bien. Ça marche toujours. Oui, moi, parce que chaque fois, là, quand on va les chercher dans leur univers culturel, ça marche toujours. Quand j'ai eu de petites classes, j'ai demandé quelquefois que certaines règles de grammaire que les élèves avaient réussi à comprendre, mais qu'ils me les récitaient en rap. Mais c'était des moments d'intense émotion dans la classe. Je découvrais ces talents chez les enfants. Et ils comprenaient, tout de suite. Donc il y a plusieurs voies, plusieurs moyens. Et en ce sens-là, ce moyen proposé par le prof. Non, ils sont la danse chez les Africains, c'est les images, la chanson, la danse,
C'est des valeurs qui peuvent... Quand servir. on voit les enfants danser, ça fait plaisir. Ah oui, bien sûr. Ça fait beaucoup de plaisir. Et on a le professeur, il est danseur avec les élèves. Il imite les pas des enfants et ils font des chorégraphies ensemble. Et il a une façon de leur montrer qu'il apprécie vraiment ce qu'ils font. Et là, ça fait plaisir, ça fait beaucoup de bonheur. Les téléspectateurs verront ça. Oui. Mais en même temps, on va boucler cette partie-là. Mais en même temps, il faut savoir danser d'abord, non? Pour pouvoir enseigner. N'est-ce pas? C'est pas grave. Les enfants, en ce moment, c'est les enfants qui deviennent les maîtres. Ils vont corriger tes pas de danse et puis voilà. D'accord. Donc même pour ceux qui ne savent pas danser, chers téléspectateurs, c'est faisable. Contactez vos enfants, ils sont capables de vous en apprendre tellement en termes de pas de danse. Voilà, merci pour cette partie-là. La toute dernière partie de notre émission, les sorties cinéma. Et en l'occurrence, cette fois-ci, Djimon Hounsou, qui a sorti un film intitulé Vodou. J'espère que j'ai bien prononcé. Oui, ce film-là est sorti au début de cette année. Et moi, je n'en entends pas parler beaucoup. Et Djimon Hounsou, c'est une star d'Hollywood, ça c'est sûr. Un noir, d'origine béninoise, que si mes souvenirs. Vodou. Oui, Vodou. Alors, Djimon Hounsou, c'est extraordinaire. Un comédien, un acteur extrêmement talentueux. Et là, c'est lui qui est dans la production du film Vodou. Vodou, c'est en rapport avec la religion traditionnelle qu'on connaît au Bénin, la religion du Vodou. Et je pense que si toutefois ce film, il a choisi d'investir dans ce film-là, il aurait pu être producteur d'autres films d'action, comme il sait bien les faire, où il y aura ou bien des films très sucrés, comme on en voit en Occident. Là, s'il parle du vaudou, c'est que tout simplement, il a envie de dédiaboliser cette religion traditionnelle. On a l'habitude de penser, dès qu'on parle vaudou, on parle fétiche, on parle maléfice. Alors que comme toutes les religions, et comme M. Souley l'avait dit tantôt, quand il y a du beau, mais on peut en faire aussi du mauvais. Justement, les religions traditionnelles ont été diabolisées par l'Occident. Oui. Et justement, tu disais tout à l'heure que même la Bible, même le Coran, on en fait un mauvais usage et ça devient quelque chose qui n'a rien à voir avec le texte sacré. Oui. Et justement, le vaudou, c'est une religion traditionnelle, une religion qui humaniste, une religion animiste écologiste. Parce qu'un animiste, c'est quelqu'un qui respecte la nature, qui se voit un élément de la nature et qui ne peut pas vivre sans la nature et avec la nature. Et l'animisme est par essence écologiste. Et il faut le répéter parce que ça, le mot animiste, dans les usages actuels, a une connotation péjorative. Alors que ça ne devrait pas être. C'est ça. C'est cette acception-là qu'il faut comprendre. Effectivement, dans l'animisme, il y a l'enseignement, il y a s'approprier les vertus de la nature. Exactement. S'approprier, justement, c'est le mot. Et je pense que s'il y a ce film-là, on devrait comprendre que Djimon Hounsou, il pose un acte engagé. C'est un engagement pour montrer le vrai visage de l'animisme. Et il revalorise la culture africaine dans ses profondeurs. C'est bien, on a reçu tout récemment, il y a quelque temps, Dominique Touma, qui nous avait parlé justement de Mouéni, cette religion traditionnelle-là, qui a subi ce fameux tabula rasa, le Bouiti. Mais on est content de voir que Djimon Hounsou également explore cette veine. Il nous faut retourner, il nous faut faire revivre cette conscience culturelle, parce que c'est quand même ridicule. Les Africains qui étaient animistes il y a quelques siècles, ils deviennent maintenant plus royalistes que le roi. Et on leur donne des leçons comme s'ils n'avaient pas de connaissances concernant leur environnement naturel. C'est aberrant de voir les leçons d'écologie qu'on reçoit de part et d'autre, qu'on voit des organismes internationaux qui viennent nous apprendre comment nous occuper de ce qui nous entoure. Moi, je n'ai jamais compris pourquoi certains organismes écologistes se sont implantés en Afrique. Parce que l'Africain est naturellement et par essence écologiste.
My family name is Wunsu, which in my language means born in the voodoo shrine. When Hollywood told the story, we were bathed in images of exotica. Voodoo was projected as an enticing mix of sorcery and evil. Voodoo is a gateway into the consciousness of our planet's first people. Sacrifice is a basic principle of religion. It is a way of communicating with God or invisible force. C'est dans ce sang, dans le bain de sang, qu'il chasse les mauvais esprits. Mami Wata is the goddess of the ocean. The voice of the ocean called out one of the adepts, and she was gone. Chers téléspectateurs, vous avez entendu mes compagnons très engagés dans ce domaine-là, qui ont rendu hommage à Djimon Hounsou et au passage à Dominique Douma. Et nous pourrons avoir d'autres sorties, mais ce n'est pas une sortie récente. Hein. Mais là, j'en parle parce que il faut en parler, parce que là, c'est... Et moi, je voudrais terminer par un hommage. On se souvient, la dernière fois, nous avons parlé de Mati Diop. Ouais. Quand on a parlé de la Cannes, on lui avait souhaité oui. d'avoir un prix. Oui. Elle l'a eu. Oui, elle l'a eu. Bravo Mati Diop, si tu nous entends, on est de tout cœur avec toi. Oui, félicitations. On va voir d'autres Mati Diop, d'autres Souley Agara, d'autres Innocentes, etc. qui vont monter sur les premières marches cette fois-ci des podiums du cinéma. Voilà, merci chers camarades, Innocente et Souley. Chers téléspectateurs, vous avez vu, nous avons commencé par le professeur Magaye Kassé. Et nous avons abordé cette fois-ci avec lui un débat sur le plan sociologique, le civisme, sa coloration politique. Hein. Puis nous avons été reçus plutôt par Caris, qui est une des personnalités du groupe Bellamundo, qui était là lors du dernier 8 mars. Et ensuite, nous sommes passés à la rubrique des Innocentes. Et Souley a pris la balle au bond en parlant de l'instituteur ghanéen Sarcé Parsi. Et voilà, il y avait effervescence sur le plateau parce que nous, on est férus, on adore les innovations pédagogiques. Et nous avons terminé par la sortie cinéma de Djimon Hounsou, Vodun, qui n'est pas récent, ce film, mais qu'il faut aller voir parce qu'on a beaucoup de choses à apprendre. Oui. Innocente, merci. Merci Paul. Souley, merci beaucoup. Merci Paul. Chers téléspectateurs, merci d'être restés avec nous, de rester fidèles. Revenez-nous de plus en plus nombreux. À très bientôt. Bien des choses à vous. Au revoir.